Ces dernières années, on a eu l'impression que le tennis a perdu de sa magie. Mais si le problème n'était pas le tennis, mais plutôt nous. Et plus particulièrement Federer, Nadal et Djokovic. Le fameux Big Three qu'on a adulé et qui nous a fait vibrer pendant 20 ans. Et sans s'en rendre compte, on est devenu accro à un niveau de perfection qui n'existe plus. Et du coup, aujourd'hui, plus rien ne nous satisfait. Vous vous souvenez de ces frissons pendant Wimbledon? Quand Federer faisait son premier service sur le center court sous le ciel londonien? Vous vous souvenez de Nadal qui martelait la terre battue au point de faire trembler Roland Garros? Vous vous souvenez de Djokovic, imperturbable, insubmersible, qui renversait chaque match comme si sa vie en dépendait? Ce sont ces instants d'émotion pure qui ont façonné notre regard. Et c'est précisément là que tout a basculé. Désormais, on regarde plus un match pour ce qu'il est. Non, on l'évalue à travers ses géants. Et voilà, exceptionnel. Et bien sûr, c'est au filet comme un symbole. On attend l'épopée, on attend le fabuleux, l'extraordinaire. Résultat, même un duel en 5-7 entre outsiders nous paraît faible, fade. Alors on soupire, on compare et on regrette la belle époque. Et le problème, c'est pas que le tennis soit devenu moins grand, non, c'est que notre seuil d'excitation et nos exigences ont explosé. On veut revivre à tout prix ce qu'on peut plus revivre. Et à force, on oublie que la beauté du sport réside aussi dans ses imperfections, ses imprévus et ses récits inédits. Alors dans cette vidéo, on va explorer ce paradoxe brutal. Comment 3 légendes ont élevé la barre si haut qu'elles ont détruit notre capacité à savourer le tennis moderne. Et surtout, comment réapprendre à aimer ce sport sans attendre à chaque tournoi une nouvelle page d'histoire. Pendant plus de 15 ans, Federer, Nadal et Djokovic ont tout écrasé. À eux seuls, ils ont amassé 66 titres du Grand Chelem. Chaque tournoi devenait leur terrain de jeu. Chaque finale, un affrontement entre eux. Et très souvent, chaque duel, une nouvelle page d'histoire. Souvenez-vous, Wimbledon 2008, la pluie, la nuit qui tombe, Federer et Nadal qui livrent quasiment 5 heures de pur mythe. L'Open d'Australie 2012, un marathon de près de 6 heures épique entre Djokovic et Nadal, où le corps humain semblait repousser toutes ses limites. Roland Garros 2013, encore Novak contre Rafa, une demi-finale exaltante, un combat titanesque sur la terre parisienne. Wimbledon 2019, Djokovic qui sauve 2 balles de titre contre Federer, dans la finale la plus longue de l'histoire du tournoi. Bref, on a une pelletée de matchs devenus légendaires. Et peu à peu, on a cessé de regarder du tennis. On a plutôt assisté à un mythe en construction. Chaque revers de Federer devenait l'instant Federer. Chaque coup droit de Nadal, une démonstration Nadal. Chaque retournement de Djokovic, une leçon de mental. Et la norme, c'était plus du tennis de haut niveau, c'était l'exceptionnel, à chaque fois. Mais du coup, nous, on a intégré cette illusion dans notre système, dans notre cerveau. On s'est mis à penser qu'un champion pouvait et même devait dominer 15 ans sans trembler. Que s'arrêter en quart de finale d'un grand chelem, c'est un échec cuisant. Et que des joueurs comme Murray, comme Wawrinka, comme Cilic, malgré leur palmarès, n'ont été que des figurants dans l'histoire. Mais la vérité, c'est que c'était pas normal tout ça. C'était une anomalie. 3 talents qui se sont façonnés les uns face aux autres, arrivés en même temps ou presque, et avec une soif insatiable de records. Jamais, je dis bien jamais, le tennis n'avait connu ça. Avant eux, on peut remarquer qu'il y avait des duos de champions. Borg-McEnroe, puis Agassi-Sampras, mais jamais 3 au sommet en même temps. Alors quand Federer a fini par ralentir, quand le physique de Nadal a commencé à exploser, ou quand Djokovic a traversé ses périodes de doute, on a eu l'impression que le tennis s'était affaibli. Mais c'est faux, c'est complètement faux, parce que le tennis est juste redevenu humain. Nous en revanche, on est resté accro à l'impossible. Et aujourd'hui, on scrute chaque finale pour savoir si elle sera à la hauteur d'un Federer-Nadal, un Djokovic-Nadal de l'ancien temps. C'est vrai, aujourd'hui on juge un Alcaraz-Sinner non pas pour ce qu'ils font, mais presque pour ce qu'ils font pas. Et c'est terrible. On oublie que la beauté du tennis, c'est aussi l'imprévu. C'est l'épopée de Del Potro à l'US Open en 2009. C'est ça le tennis. C'est les surprises des outsiders. C'est les tie-breaks qu'on regarde le souffle coupé. Et le problème, c'est que le Big Three a élevé nos attentes à un niveau surhumain. Et si on veut réapprendre à aimer ce sport, il faut accepter que cette période, c'était pas la règle, mais c'était bien l'exception. Et c'est en brisant l'illusion qu'on pourra retrouver la magie d'un simple match, vibrer pendant un duel d'outsiders, et savourer chaque point pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il nous rappelle. Aujourd'hui, quand on regarde un match, on le regarde plus vraiment pour lui-même. On arrive presque avec une checklist invisible, et on se demande, alors, est-ce qu'il joue comme Federer lui? Est-ce qu'il domine comme Nadal? Ok, il est fort, mais est-ce qu'il a le mental de Djokovic? Et ce réflexe, on le fait pas consciemment, mais il nous colle à la peau. À chaque échange, on voit pas ce qu'un joueur fait, mais plutôt ce qu'il ne fait pas, ou ce qu'il n'est pas.
Je sais que ce discours peut paraître un peu gros et caricatural sur le papier, mais je vous jure qu'il y a une part de vérité. Quand Sinner claque un passing de revers incroyable, notre cerveau réagit aussitôt et on se dit « Ok, mais Djokovic, il aurait été plus à l'aise, et il l'aurait mieux fait, il aurait été appuyé ouvert, et il l'aurait mis à une meilleure zone. » Quand Alcaraz frappe un coup droit gagnant en bout de course, pareil. On peut se dire « Ok, c'est cool, c'est bien joué, mais c'est pas aussi bien que Nadal. De toute façon, Nadal, c'est le roi des banana shots, pas Alcaraz. » Et en fait, tout ce qui devrait nous émerveiller devient juste une pâle copie. C'est ça le piège du Big Three. Pendant 15 ans, ils ont nourri un biais cognitif colossal, celui de l'illusion de la référence ultime. Quand on vit trop longtemps dans l'exceptionnel, tout le reste devient banal. Et résultat, on commence à minimiser des résultats exceptionnels qu'on a sous nos yeux, juste parce qu'ils ressemblent pas vraiment à une épopée du Big Three. Alcaraz, quand il gagne Roland-Garros en 2024, on souligne son panache, sa domination, mais après on se dit qu'il a encore beaucoup à faire pour dominer le tournoi comme l'a fait Nadal en 2008 ou en 2017 sans perdre un set. Donc on exige de lui de rejouer un scénario qui n'existe plus et qui pourra plus être refait. Ce réflexe malsain, il est notamment entretenu par les médias et les réseaux sociaux. Chaque vidéo YouTube, chaque post X cherche son accroche. Le nouveau Federer, point d'interrogation. L'héritier de Nadal, point d'interrogation. Le prochain Djokovic, donc l'algorithme nous gave de comparaisons. Et nous, on finit par ne plus regarder le tennis, mais par établir un casting permanent pour remplacer des fantômes. Et le problème, c'est que cette habitude pèse aussi sur les joueurs. Prenez Tsitsipas, prenez Casper Ruud, prenez Shelton. Tous ont parlé de la pression d'être évalués face à l'ombre du Big Three. Et dès qu'un adolescent tape ses premières balles, aujourd'hui on lui dit déjà « tu seras le prochain untel ou le prochain untel ». Et ce fardeau-là, à long terme, il est intenable. Aucun joueur peut porter ces 3 carrières-là sur les épaules, c'est impossible. Ni même juste une seule d'ailleurs qui pèse 24 grands chelems. Et pendant qu'on attend notre nouveau Federer, on passe peut-être à côté d'une génération qui affiche un tennis qui mériterait d'être regardé pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il ne fait pas comme Federer, Djokovic ou Nadal. Mais non, nous on cherche seulement ce qui manque. Alors si on veut retrouver le plaisir, il va falloir se déprogrammer et se poser d'autres questions. Comme par exemple, qu'est-ce qui m'a surpris dans ce point-là? Qu'est-ce qui m'a fait vibrer? Quelle tactique m'a bluffé? Plutôt que, est-ce qu'il fait comme Federer? Ou peut-il devenir Nadal? Et se déprogrammer, c'est aussi accepter que le tennis d'aujourd'hui ne soit pas un copier-coller du Big Three. C'est accepter que chaque génération invente son propre récit. Et que la beauté du tennis peut tenir dans un tie-break simple, ou un duel d'outsiders. C'est ça, le vrai héritage du tennis. Un spectacle vivant, imprévisible, et pas un éternel remake. Avant de poursuivre, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo qui sort. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller encore plus loin et soutenir concrètement notre travail, on a mis en place un Tipeee, vous avez le lien juste en dessous en description, parce qu'on est en indépendant, et même un petit geste de votre part peut faire une grande différence pour nous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on l'a dit, chaque performance se heurte à un filtre toxique. Et il faut bien dire que ce fantôme ne cesse de semer la déception. Prenez Carlos Alcaraz. Quand il soulève un grand chelem, ça arrive d'entendre « Oui, mais est-ce qu'il aurait gagné face au grand Nadal ou face au grand Djokovic ?» Comme si son exploit ne valait que par l'ombre de ceux qui l'ont précédé. Sinner, quand il est devenu numéro 1 mondial, on a dit de lui qu'il n'était pas forcément aussi charismatique qu'un Nadal ou qu'un Federer. Donc en fait, les deux sont condamnés à porter le fardeau de légende qu'ils n'ont jamais demandé. Alors oui, cet héritage, c'est clairement un piège. Et figurez-vous que les tournois eux-mêmes sont jugés à l'aune des époques passées. Une belle finale de Roland-Garros doit évoquer le 5-7 de 1984 ou de 2004. Une finale à Wimbledon, pour qu'elle soit réussie, on doit y retrouver le même drama qu'en 2019. Si par malheur le match se termine en 4-7, c'est un feu de paille. Si une finale est pliée en 3 heures, on regrette qu'elle ait pas fait le double comme Djokovic-Nadal à Melbourne en 2012. Tandis que les duels entre outsiders, même les plus excitants, passent pour insuffisants. Mais toujours pareil, c'est parce qu'on les compare à l'incomparable. On veut revivre l'irrévocable. C'est le syndrome du petit frère. Grandir dans l'ombre d'un aîné éclatant et entendre à chaque fois « c'est bien ce que tu fais ». Mais c'est pas comme lui. Ça, c'est exactement ce que subit la génération post-Big Three. On les juge pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils n'arrivent pas à reproduire. Et en psychologie du sport, on sait que cette pression du comparatif, elle engendre un perfectionnisme toxique, un sentiment d'insuffisance, un blocage créatif, et par conséquent, une frustration permanente. Regardez Sinner à Melbourne en 2024. Il vient de remporter son premier grand chelem, il vient imposer son style un peu néo-Djokovic, ultra régulier, qui envoie des parpaings des deux côtés, donc on salue son niveau de jeu. Mais d'un autre côté, on peut pas s'empêcher de chercher la case manquante.
une caisse physique qui laisse un peu à désirer, un charisme absent, et pour Alcaraz, même s'il a l'air plus complexineur, pour lui aussi on n'hésite pas à souligner ce qui va pas. Une certaine désinvolture sur certains matchs, de la fatigue accumulée en fin de saison, des difficultés à choisir le meilleur coup tellement il sait tout faire, et ces jugements, ils révèlent notre incapacité à accueillir des trajectoires nouvelles, et à comprendre qu'une singularité, c'est pas un défaut. Bien au contraire, c'est une richesse pour le tennis. Philosophiquement, c'est une question de mimésis, c'est-à-dire qu'on veut voir dans chaque nouveau champion le reflet de nos héros passés. Sauf que l'imitation absolue nie l'innovation et nous prive de l'inattendu. Donc en fait, on enferme le présent dans un cadre trop étroit et on laisse place qu'aux héros du passé. C'est terrible. D'où les titres racoleurs, Alcaraz peut-il devenir le prochain Nadal? Sinner est-il le nouveau Djokovic? Et en fait, on ne demande plus qui est ce joueur, ou alors pourquoi est-il aussi fort, mais plutôt en qui doit-il se transformer. Et ce cycle comparatif, il entretient la frustration. Plus on cherche à revivre l'inimitable, plus on est déçu. On fête la longévité, mais on boude la diversité. Et on applaudit la constance, mais on ignore l'audace. Et derrière tout ça se cache un besoin d'identification. Ces figures, avec les Federer, Nadal, Djokovic, elles nous rassuraient, parce qu'elles structuraient parfaitement notre imaginaire. Mais à force d'enfermer notre regard dans ce cadre, on a totalement perdu la capacité de savourer le nouveau. Et donc, briser ce cercle exige une rééducation collective. Pour ça, il faut d'abord nommer le réflexe qu'on a, à savoir reconnaître que, oui, je compare systématiquement. Oui, j'attends l'épopée, j'attends le fabuleux, j'attends du Djokovic-Nadal. Et suite à ça, il faut s'entraîner à adopter un autre regard. C'est-à-dire juste apprendre à célébrer l'instant. Et ça passe par se poser des questions simples. Qu'est-ce qui m'a surpris? Quelles émotions j'ai pu ressentir? Au lieu de se demander s'il joue suffisamment comme Federer. C'est une forme de pleine conscience sportive. Réapprendre à vivre le match comme il est, sans l'étouffer sous l'ombre des trois monstres. Alors nous, les médias, on pourrait jouer un rôle, et plutôt que de faire des comparaisons, on pourrait mettre en avant ce qui rend un match unique. Valoriser les styles, les innovations, les joueurs qui sortent de l'ordinaire. Et dans les clubs, chez les jeunes, transmettre cette culture de la découverte. Encourager à admirer la différence plutôt que rechercher le clone. Parce qu'au fond là, il s'agit de sauver notre capacité à ressentir. Tant qu'on est là à se dire que rien n'égalera ce qu'on a vu, on passera complètement à côté de la beauté d'aujourd'hui. Si on accepte que le tennis évolue et que chaque génération invente sa propre légende, et là on retrouvera le frisson de l'imprévu et la joie d'être surpris. Federer, Nadal et Djokovic ont laissé un héritage immense, mais ils ont aussi, sans le vouloir, empoisonné notre regard. Donc la clé, maintenant, c'est pas de chercher des nouveaux Federer, Nadal et Djokovic. De toute façon, on les trouvera jamais, c'est impossible. Non, la clé c'est de se libérer de leur ombre, pour à nouveau aimer le tennis pour sa vérité, vivant, imparfait et toujours renouvelé. Alors maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux sur une vérité toute simple. Le tennis n'a pas perdu de sa magie. Il a simplement retrouvé son humanité. Et encore, quand on regarde Alcaraz et Sinner, parfois on peut se dire que c'est pas tellement humain ce qu'ils font. Après 15 années où à chaque majeur on savait à peu près qu'on allait prendre une claque, le tennis redevient un jeu d'imprévus, de gestes imparfaits et de récits inédits, des glissades maladroites, des coups droits manqués, des revers brouillons par rapport à l'excellence de Djokovic. Et tout ça c'est pas une faiblesse, pas du tout. C'est juste la preuve que le tennis vit, que le tennis respire et se réinvente au fil du temps. Alors essayons de célébrer cette imperfection comme on s'émerveillait devant le Big Three. Je sais que c'est pas facile, mais je vous assure qu'on peut trouver du magnifique dans le tennis d'aujourd'hui. C'est pas tous les 4 matins, oui, mais il y en a. Regardez la rivalité naissante entre Alcaraz et Sinner. On pense à leur finale à Roland-Garros en 2025 qui restera dans les annales. Non pas parce qu'elle prolonge la légende du Big Three, mais parce qu'elle a offert un spectacle unique. Je sais pas vous, mais moi j'ai pas du tout pensé à Nadal, ou à Djokovic, ou à Federer pendant le match. Pendant 5 sets, ils ont créé ensemble, à deux, un chef-d'œuvre. Et c'est le leur, pas celui de Nadal, de Djokovic ou de Federer. C'était pas du tout une copie de Rafa ou une copie de Novak, pas du tout. Donc rien de nostalgique là-dedans. Juste deux jeunes champions qui se fracassent et qui se poussent dans leur retranchement. Et nous, spectateurs, on a vibré comme si c'était la première fois. Parce que chaque coup racontait une nouvelle histoire, une histoire autre que celle de Nadal, de Federer et de Djokovic. Et cette finale, elle prouve qu'un affrontement d'aujourd'hui peut valoir autant que les plus grands matchs de ces 15 dernières années. Parce que c'est la sincérité du moment qui fait la grandeur du sport, pas la longueur du récit.
Pour renouer avec ce plaisir immédiat, il faut rompre avec la quête du Federer bis, et donc saluer chaque champion pour ce qu'il est. Sinner, il n'a pas la classe de Federer, ni sa grâce, mais il a inventé son propre langage, un service claquant, une puissance implacable et une précision clinique. Alcaraz, c'est pas Nadal sur terre battue, mais il est autre chose, une vivacité féline, des amortis millimétrés et une fougue incontrôlable. Et ces différences ne sont pas des manques, elles sont une richesse, donc célébrons-les au lieu de s'en plaindre. Quand un outsider s'arrache pour battre un top 10 en 5-7, réjouissons-nous de son audace plutôt que de soupirer. Oui, mais c'était pas du Nadal Djokovic. Bah oui, mais Nadal Djokovic, c'est pas que ça le tennis. Le tennis, c'est aussi autre chose. Et la beauté du tennis se mesure pas qu'à un passé. Et surtout, il faut redonner de la valeur aux petits tournois. Un ATP 250 un soir d'été, une Coupe Davis jouée sous tension nationale, un quart de finale de Masters 1000 où l'inattendu s'invite. Chacun de ces rendez-vous peut être une fête du tennis si on lui laisse la chance de nous surprendre. Alors posons-nous ces nouvelles questions. Qu'est-ce qui m'a ému dans ce match? Ou quelle histoire ce joueur m'a raconté? En fait, savourons au lieu de tout le temps comparer. Et sortir de la nostalgie, c'est pas du tout tourner le dos au Big Three. Au contraire, c'est leur rendre hommage. Et reconnaître que leur prouesse reste unique, et qu'elle ne doit pas devenir une prison pour ceux qui suivent. La vraie transmission de Nadal, Djokovic et Federer, c'est pas de nous condamner à la frustration, c'est juste de nous rappeler combien ce sport peut être bouleversant. Et ce frisson-là, il peut renaître partout, pour peu qu'on lui en laisse la chance. Alors faisons un défi ensemble. Au prochain tournoi, oublions les favoris. On prend un outsider, on suit son parcours, et on vit ces matchs, tous ces matchs, comme si on découvrait le tennis pour la première fois. Et bah vous verrez que rien que le fait de partager ses émotions, ça libère des comparaisons. Et chaque échange devient une aventure, et chaque victoire une petite épopée. Peut-être que le plus bel hommage qu'on puisse rendre au Big Three, c'est justement celui-là. Continuer à aimer le tennis, même sans eux, et préserver notre capacité à s'émerveiller, sans eux, à applaudir un passing venu de nulle part, à nous lever devant un combat d'outsiders, à accueillir les héros de demain sans leur imposer les fantômes d'hier. Alors je vous repose la question, êtes-vous réellement prêt à lâcher la légende pour redécouvrir le tennis dans sa vérité la plus simple? Après avoir exploré ce paradoxe, une chose saute aux yeux. Federer, Nadal et Djokovic n'ont pas seulement dominé une génération, ils ont pulvérisé tous nos repères. Ils ont élevé le tennis si haut que sans même nous en rendre compte, on a perdu la capacité de savourer le simple. Des coups gagnants venus de nulle part, des tie-breaks incroyables, tout ça devrait suffire à nous faire vibrer. Mais non, maintenant chaque point doit se mesurer à l'idéal impossible qu'ils ont incarné. Donc non, le problème c'est pas le tennis, c'est bien nous. On est devenus des spectateurs tellement exigeants que plus rien ne nous paraît réellement à la hauteur. En élevant la barre si haute, le Big Three nous a volé quelque chose de précieux, notre innocence de fan. Avant, un duel en 5-7 entre inconnus suffisait à créer un frisson en nous. Aujourd'hui, on souffle, on se dit que c'est pas assez légendaire, ou alors que c'est pas digne du Big Three. Donc on a échangé l'émerveillement pour la comparaison, la découverte pour la nostalgie. Résultat, j'en reviens à ce que je disais, on regarde pas un match pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il n'est pas. Et si c'était ça, le vrai héritage empoisonné? Cette incapacité à accueillir le présent pour ce qu'il est, cette manie de scruter chaque échange avec la grille du passé. En faisant ça, on se prive tout simplement du plus beau cadeau du sport, la surprise. Parce que le tennis, comme chaque sport, ne vit pas dans la répétition d'un mythe. Le tennis vit dans l'imprévu, dans l'instant qui nous échappe, dans le moment qui nous arrache un cri de joie ou de stupeur. Alors posons-nous une question simple. Sommes-nous vraiment prêts à lâcher la comparaison et à tourner la page du Big Three? Sommes-nous prêts à aimer de nouveau le tennis pour ce qu'il est? Sommes-nous prêts à célébrer Alcaraz pour son audace? C'est en acceptant cette richesse infinie, avec ses imperfections et ses récits inédits, qu'on rendra au Big Three le plus bel hommage possible. Continuer à vibrer, même sans eux. Et si ce constat allait au-delà du tennis? Parce qu'au fond, le sport n'est rien d'autre que le miroir de notre société. On exige toujours plus haut, tout en oubliant de savourer ce qui est sous nos yeux. Si vous voulez prolonger cette réflexion, n'hésitez surtout pas à aller voir cette vidéo qui s'affiche, où on explore comment le tennis révèle nos obsessions, nos excès et nos contradictions les plus profondes.